France 24 et Public Sénat présentent Bienvenue pour la partie débat, la tête dans les étoiles. Il y a plus de 50 ans, l'Union européenne a plongé dans la conquête spatiale coordonnée. Elle était jusqu'ici le leader incontesté des lancements de satellites avec la fusée Ariane. Elle a réalisé des percées dans le système de positionnement GPS avec Galileo et joue un rôle premier dans l'observation de la Terre grâce à son programme Copernicus, fondamental d'ailleurs pour la lutte contre le changement climatique. Les Européens sont traditionnellement moins présents dans l'exploration humaine, le vol habité et surtout ils sont en compétition déclarée avec d'autres puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi désormais des acteurs privés dont le milliardaire américain Elon Musk. Pourtant, l'Europe a ouvert grand son portefeuille en 2019. La politique spatiale européenne avait obtenu un financement record de 14,4 milliards d'euros. La pandémie va-t-elle freiner la guerre des étoiles ? Alors nous en parlons tout de suite avec nos trois invités, deux eurodéputés, un Français, Christophe Grudler, qui est avec nous, un Roumain également, Cristian Silviu Buzoy, commission espace au Parlement européen, et puis un Basque aussi, Léopold Edart. Vous êtes ancien effectivement astronaute, consultant de l'Agence spatiale européenne. Vous avez voyagé surtout sur le premier vol en 98 vers la station Mir et en 2008 vers la station internationale pour installer le laboratoire européen Columbus. Alors, est-ce que pour vous, eh bien, vu des étoiles, l'Europe est toujours à la hauteur de cette conquête spatiale ? Oui, pour moi, ça fait aucun doute. Depuis 20 ans maintenant, l'Europe, via l'Agence spatiale européenne, participe au programme de Station spatiale internationale en tant que partenaire majeur et également aujourd'hui se lance avec les partenaires de l'ISS vers l'exploration de la Lune et peut-être l'exploration plus lointaine plus tard. Donc l'Europe est bien présente, en tout cas dans le cadre des vols spatiaux habités. Alors, on retrouve depuis Belfort Christophe Grudler, député européen du groupe Renew. Vous venez de négocier un accord sur le futur programme spatial européen. Le projet initialement prévu pour 2020 a toutefois été reporté à 2022 en raison de la crise sanitaire actuelle. Les restrictions de voyage ont forcé le personnel impliqué dans le bon déroulement d'Ariane 6 à revoir le calendrier. La conquête spatiale est en quelque sorte à l'arrêt. C'est comme pour le secteur de l'aviation. Elle n'est pas prête de redémarrer car elle est moins prioritaire. Christophe Grudler ? Alors, le secteur n'est pas à l'arrêt. Alors, on a obtenu un bon accord qui va, lui, débuter effectivement en janvier 2021. C'est simplement qu'il y a une nouvelle technologie avec les lanceurs Ariane 6 qui nécessite du développement, qui nécessite que le pas de tir de Kourou en Guyane soit opérationnel sans Covid pour les personnels. Donc, tout ça, effectivement, ça a un impact et on a reporté à 2022 le lancement du premier vol d'Ariane 6, qui a quand même pour but d'avoir un coût d'expédition dans l'espace qui soit 2 fois moins cher au kilo que ce qu'il y avait pour Ariane 5. Donc c'est quand même un grand progrès par rapport à la présence spatiale de l'Europe, qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour notre autonomie stratégique européenne. Christian Buzoy, député européen du Parti populaire européen depuis la Roumanie, président de la commission industrie, énergie et espace. Décollage raté tout de même pour la fusée européenne Vega. 2 satellites perdus dans l'espace au prix où ils sont. C'est le deuxième échec concernant ce projet. Est-ce qu'on est en train de perdre la main technologiquement ? Non, je ne dirais pas ça, mais bien sûr, on doit améliorer un peu la situation. Mais c'est que c'est très important et c'est bien parce que c'est bien quelques jours avant que l'accord était possible. Et M. Grudler a participé aussi avec une équipe de notre commission Industrie, Recherche et Énergie. C'est que nous avons des grands espoirs et des grandes ambitions pour le futur. Et le programme spatial de l'Union européenne revêt une importance stratégique pour la souveraineté technologique de l'Europe, pour la sécurité et l'économie de l'Union européenne, parce qu'on peut utiliser l'espace dans les politiques sectorielles sur tous les segments de marché. Donc, pour notre futur, c'est très important. Nous avons déjà une partie importante, 10%
disent les experts de l'économie européenne, qui dépend déjà des services spatiaux. Mais nous devons renforcer notre leadership dans le secteur spatial. Et vous avez mentionné, nous sommes dans une compétition très difficile et très importante avec d'autres acteurs globaux qui investissent beaucoup et qui ont aussi beaucoup d'arguments. Donc, on doit être plus ambitieux et ce qu'on a fait avec ce nouveau programme spatial, c'est un important pas avant. Et bien sûr, Galileo et Copernicus doivent être renforcés, mais aussi on doit accommoder des PME dans des différents projets liés à ces deux grands projets, flagship projets, mais bien sûr dans d'autres. Il faut faire rêver aussi, hein, et ça, on va poser la question à l'astronaute. Oui, monsieur Ehartz, ces Américains, depuis le premier homme sur la Lune, sont des champions de la conquête spatiale. Et maintenant, c'est un investisseur privé qui nous fait la leçon avec la fusée recyclable SpaceX. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est vrai que le secteur privé participe aujourd'hui, en particulier à la Station spatiale internationale, avec la compagnie américaine SpaceX et également d'autres compagnies américaines comme Northrop Grumman et Boeing. Mais il faut savoir quand même que ce sont des prestataires de services, c'est-à-dire qu'ils fournissent en fait un service de transport d'équipage aujourd'hui et même de transport de charges utiles, logistique, vers la station en tant que prestataire de services pour les partenaires de l'ISS et en particulier de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Donc en fait, ils coopèrent avec les institutions, si on peut dire, les agences spatiales pour fournir des services. Donc c'est une coopération dans le cadre de la Station spatiale internationale. Technologiquement, la fusée recyclable a de l'avenir. On devrait la développer aussi en Europe ? Je pense que l'avenir nous le dira. Peut-être qu'en Europe, on en développera dans les années qui viennent. Mais je pense que ça a été une démonstration technologique jusqu'à maintenant, mais il reste encore à prouver que ça aura une utilité ou en tout cas une efficacité dans le cadre du marché de lancement des satellites. Alors justement, Monsieur Grudler, l'Europe, elle, veut se doter d'un lanceur réutilisable à l'horizon 2030. Pourquoi si tardivement ? On est en retard. Écoutez, il faut voir ce que c'est qu'un lanceur réutilisable. L'expérience américaine nous montre très clairement qu'il ne récupère pas grand-chose. Il faut vraiment faire beaucoup de travail dessus pour pouvoir le relancer. Donc on n'est pas en retard. Je vais même dire qu'on est en avance par rapport au domaine privé, puisque le développement de l'espace dans l'Europe s'est beaucoup reposé sur le marché privé. Alors que dans le même temps, aux États-Unis ou en Chine, c'était l'argent public directement qui était investi. Pourquoi ? Parce que l'Europe, en fait, lançait des satellites privés de télécommunications qui rapportaient beaucoup d'argent en géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Et maintenant, ce marché des télécommunications a baissé. Donc, il y a moins de fonds privés, en fait, qui arrivent pour l'industrie européenne. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. SpaceX, c'est l'affichage, mais SpaceX est shooté aux subventions publiques américaines, avec une préférence américaine pour les lancements qui s'affiche clairement. Alors que l'Europe est plus dans une logique de partage mondial pour les lancements. Donc, en fait, on n'est pas en retard. On est juste moins dans l'affichage. C'est-à-dire que l'espace européen, c'est plus au service de tous les citoyens, alors que l'espace américain, ou chinois d'ailleurs, c'est plus de l'affichage, de l'image, pour effectivement de l'exploration, qui est aussi importante. On a aussi des programmes d'exploration en partenariat. Mais nous, dans le quotidien, Galileo, c'est le meilleur système au monde de géolocalisation pour l'ensemble des citoyens. On a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur les smartphones. Copernicus, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est les meilleurs satellites d'observation dans le cadre de catastrophes naturelles. Le premier utilisateur de Copernicus, ce sont les Américains. Donc en fait, on a de vrais succès européens dans l'espace. Il faut bien sûr poursuivre en inspirant, en innovant et en maintenant la qualité de notre industrie européenne, et peut-être qui fait quand même vivre 50 000 personnes. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, c'est dans tous les pays d'Europe. C'est dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, parce qu'avant, c'était quelques pays. Maintenant, grâce aux applications, grâce aux données émises par nos satellites, on peut avoir des PME dans tous les pays d'Europe qui
exploitent par des applications les données générées par nos satellites. Mais alors justement, est-ce que quand vous parlez de communication, il ne faut pas redonner un peu une part au rêve, à cette épopée qui peut aussi passer par un projet martien ou lunaire? Et là, je me retourne à nouveau vers celui qui, d'entre nous, a voyagé dans l'espace. Comme le dit le ministre des Affaires européennes, le premier humain envoyé sur Mars doit ou peut être un Européen. Il doit ou il peut l'être pour vous, Monsieur Eyhart? Bon, alors je pense que le voyage sur Mars, ça prendra encore beaucoup de temps, hein. Moi, je vois plutôt c'est un truc de ministre, la prochaine quoi. étape, si vous voulez, ça sera plutôt le retour vers la Lune et l'atterrissage d'êtres humains à nouveau sur la Lune, avec peut-être une exploitation une exploitation ou en tout cas une recherche, connaissance scientifique améliorée de la Lune en particulier dans les 10 ou 15 années qui viennent. Voilà. Alors les Européens en font déjà partie, hein, puisque dans le cadre de l'exploration lunaire, dès aujourd'hui, les partenaires de l'ISS, dont l'Agence spatiale européenne, sont en train de préparer un projet de station qui sera en orbite autour de la Lune et qui permettra de faire atterrir des êtres humains à peu près partout à la surface de la Lune. On l'espère dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Christian Silvio Buzoy, un des terrains sur lequel l'Europe a peut-être une chance de prendre le leadership, c'est la dépollution spatiale. L'Agence européenne d'ailleurs vient de signer un contrat pour envoyer la première mission de nettoyage des débris spatiaux. Est-ce que c'est un marché porteur, c'est un marché d'avenir pour l'Europe? Oui, bien sûr, c'est un marché d'avenir et c'est très important aussi de faire ça parce qu'on a besoin de faire la dépollution spatiale comme on doit faire la dépollution de la Terre aussi. Et c'était quelque chose qui a été évoqué, que l'espace peut être un grand catalyseur du Green Deal, de l'accord vert européen, parce qu'on a des synergies entre l'observation de la Terre et la navigation par satellite, à la gestion durable des ressources, aux utilisations des terres, matières premières. C'est déjà dit, Galileo, qui peut faire une combinaison des données de capteurs en temps réel et Copernicus des données environnementales pour prendre des décisions efficaces. Aussi, on peut utiliser Galileo et GNOS pour optimiser les processus agricoles et la gestion du trafic, réduisant ainsi les effets négatifs sur l'environnement. Chaque citoyen de l'Union européenne, qu'on a discuté au Parlement européen, pourra économiser 3 kilos de CO2 par an. Bien sûr qu'on peut aussi, à part Copernicus, fournir les moyens de surveiller l'environnement, les terres, les océans, l'atmosphère, le CO2, la végétation à l'échelle mondiale. Donc, pour nos ambitions extraordinaires, et nous sommes ici dans l'avant-garde pour lutter contre les échanges climatiques, pour l'accord de Paris, la politique d'espace sera extrêmement importante. Et nous avons les 13 milliards... J'ai envie quand même de poser à votre camarade député européen la question qui fâche quand même, Monsieur Grudler. Galileo, le GPS, il reste majoritairement américain dans ses applications très pratiques. La course, on ne l'a pas gagnée sur ce terrain. Est-ce que ce ne sont pas des semi-succès ou des semi-échecs ? Alors, pas du tout. Galileo, c'est le système le plus performant au monde, bien avant le GPS. Sauf que le GPS existait avant Galileo. Donc, en fait, aujourd'hui, on dit que Galileo, c'est le GPS américain. Mais demain, on pourra peut-être dire que le GPS, c'est le Galileo américain. Parce qu'on est très performant, on est plus précis. On a un vrai programme civil, alors que GPS, c'est un programme militaire d'abord. Et donc, les Américains ont même demandé de pouvoir venir en secours sur notre PRS, enfin le système crypté qu'il y a sur Galileo, s'ils avaient des problèmes sur leur GPS. Donc, en fait, on a un vrai succès. Les gens, dans leur téléphone portable, ont Galileo sans le savoir. Parce qu'en fait, à chaque fois, les téléphones bornent sur les systèmes les plus performants. Et dans l'Union européenne, très clairement, c'est Galileo qui est un grand succès pour l'ensemble des citoyens européens. Donc, il n'y a pas de question qui fâche derrière. Galileo est le système aujourd'hui le plus performant en termes de géolocalisation. Alors, il ne faut pas oublier non plus les questions des cryptages qui sont importants. Le PRS qu'il peut y avoir sur Galileo, mais également les communications quantiques. Moi, je milite, et au niveau du Parlement, on milite beaucoup pour ça, pour une constellation européenne de satellites qui permettra d'avoir de la communication quantique
Donc sécurisé pour les États, pour les forces de police, pour les armées. On voit que ça a beaucoup d'applications. Une bande passante grand public qui permettra d'avoir de la connectivité Internet pour tous les Européens. On va conclure sur l'année 2021. Est-ce qu'on attend un petit peu de cette Monsieur Hertz, faites-nous rêver l'Europe. Comment, justement, en 2021, elle peut faire rêver les Européens dans la conquête spatiale? Bon, écoutez, l'Europe continue d'utiliser la Station spatiale internationale. C'est un vrai laboratoire. Le laboratoire européen Columbus sur l'ISS, c'est un laboratoire qui fonctionne en permanence. Il y a des astronautes européens qui volent régulièrement. Je crois qu'on a eu à peu près une douzaine de missions jusqu'à maintenant. Et il y aura une mission d'ailleurs dès l'année prochaine, en 2021, une nouvelle mission pour Thomas Pesquet, astronaute européen et également français, qui va faire une mission de 6 mois sur SpaceX. Voilà, il va partir en principe au mois de mars avec le deuxième vaisseau Dragon, Crew Dragon de SpaceX opérationnel, et donc pour une mission de longue durée. Toute dernière question. Monsieur Bouzoy, pour commencer, un Roumain dans l'espace, ce serait vous? Vous seriez partant si finalement on pouvait y aller rapidement? On a déjà eu un Roumain il y a beaucoup d'années dans l'espace. Mais bon, si ce serait possible, je serais ravi. C'est vraiment un rêve. Mais ce ne sera pas pour demain. C'est le jour d'après-demain. Et on va voir comment on peut faire ça pour avoir la possibilité pour beaucoup de gens d'aller dans l'espace. Un premier pas, c'est de continuer avec nos programmes et aussi investir dans la recherche. Et vous, Monsieur Grudler, vous iriez à la conquête des étoiles? Bon, pourquoi pas, mais on va d'abord laisser la priorité à Thomas Pesquet, ça me semble important qu'il y aille d'abord. Et puis, des fois, les élus doivent prendre un peu de hauteur. Alors, peut-être qu'effectivement, depuis l'espace, ça serait plus pratique de mieux observer notre belle planète Terre. Plutôt partant. Alors, merci à nos invités d'avoir été en notre compagnie pour nous faire rêver, nous parler des étoiles et de cette course qui est importante, de ces collaborations internationales aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur nos 2 antennes pour continuer à célébrer cette fin d'année pleine de surprises, pleine d'actualités aussi. À l'année prochaine.